On évoquait tout à l'heure la singularité de la crise actuelle. Le Cameroun en a connu des convulsions comme celle-là dans différentes périodes de son histoire. C'était 55, c'était quand les Camerounais aspiraient à une indépendance portée par un parti qui avait un encadrement, une organisation structurée, l'Union des populations du Cameroun, donc les émeutes de 55 qui ont conduit à son interdiction, puis une période de répression par les Français, les colons français, puis l'administration Ahidjo, jusqu'en 90, où ça reprend avec le 26 mai 90 à Bamenda, avec les 6 morts, une demande très forte de la population pour une démocratisation qui avait déjà été amorcée par Anissa Ekane, Yondo Black, qui avait été emprisonné l'année d'avant. Et qui est emprisonné encore aujourd'hui. Emprisonné aujourd'hui, et justement pour la boucle, on va revenir sur Anissa Ekane. Et entre 90 et 2008, il y a eu un passage comme ça où le pouvoir a repris un tout petit peu la main après avoir littéralement perdu l'élection en 92, même si officiellement Biya a été déclaré vainqueur. Et en 2008, on a vu avec la contestation de la modification constitutionnelle des jeunes. Tiens, les jeunes, c'est 45% à 50% de la population, entre 15 et 25 ans. Et quand vous voyez dans les rues de Douala, de Touboro, de Menganga, de Garoua, on voit des gens extrêmement jeunes. Et au chômage. Au chômage, parce que, et justement, c'est pour cette raison que la longévité au pouvoir, cette crise-ci est le réceptacle et le syndrome de l'échec, effectivement, qui a été celui du président Biya. Une réussite personnelle, qu'Antoine Glaser pointait tout à l'heure. Entre 1962, où il rentre à 29 ans au Cameroun comme chargé de mission, et 82, où il devient président de la République à 49 ans. C'est une réussite personnelle. Et un échec double, puisqu'il a une stratégie de croissance pour l'emploi, un DSCE, qui dit qu'il va réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable et réduire le taux de sous-emploi. C'est-à-dire que tirer les jeunes du secteur informel où ils font des motos pour effectivement des emplois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il devient le premier mototaximan, ça c'est son secrétaire général qui le dit, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui ne devrait pas être normal pour le normaliser. Normaliser l'écart et écarter la norme. C'est le propos d'un philosophe de Regité Mémoire Mononzana. Et puis maintenant, il y a un opposant qui surgit. Il surgit sur quoi? Sur un travail de conscientisation qui est fait. Maurice Kamto, effectivement, qui pendant 7 ans est un opposant frontal au président Biya, donc qui non seulement éveille les consciences, chauffe les consciences, met un appareil au type UPC qui est organisé, structuré, etc., pour la conquête du pouvoir. Et puis, il y a Issa Tiroma qui sort des rangs en contestant 2 choses. La première, c'est l'obéissance du président de la République. Deuxièmement, il n'arrive pas à voir le président parce que pour lui, son interlocuteur ne doit pas être le premier d'entre eux, le premier ministre John Gouté, ça doit être le président de la République puisque c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Et donc, par conséquent, cette crise, pour terminer sur cette séquence-là, si celui que Anissa Ekane a appelé le provocateur invétéré pensait que on va envoyer le BIR, envoyer les éléments de la gendarmerie et les militaires pour contrer un mouvement, c'est un échec total. Parce qu'il y a un volcan camerounais qui couvait. Il y a un mont Cameroun qui couvait et qui est en train d'exploser. Alors, on a les images qui se baladent. La particularité de notre période, c'est que on ne peut plus rien cacher. Les morts, on les voit tous les jours, les violences, on les voit, les magasins brûlés, les voitures brûlées, les édifices brûlés. Comment vous pensez que ça va se terminer, ça, Abdelaziz? Je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil, mais vous avez une idée de ce que ça pourrait donner? Alors, si on emprisonne à tout va, si on interpelle Abba Oyono, Djekam Tchameni, Florence Titio... Qui sont des leaders politiques. La Florence Titio, c'est la trésorière du Manidem. Alors, il s'est passé avec Florence Titio ce qui s'est passé avec Alain Fougué, Bibou Nissa, il y a quelques années. C'est-à-dire que des proches de Maurice Kamto, on vient vous chercher à votre domicile, on vient mettre à sac votre domicile sous le prétexte que vous êtes le compagnon politique, le responsable politique auprès de Maurice Kamto. Rassurez-vous, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, et c'est ce qui fait, qui vaut à Bobou Nussak et aux autres 7 ans de prison, quand même, appel à l'insurrection. Il y a des expressions commodes. C'est pas pour rien que je suis remonté à 1955. Parce que toute la pensée, toute la structuration de la répression au Cameroun vient de ces années-là. Les ordonnances de 62, elles n'ont jamais véritablement disparu. La subversion, l'outrage au président, l'insurrection. En fait, c'est le logiciel militaro-policier. Et donc, par conséquent, ils ont commencé. Il y a eu
un moment de flottement où on a mis le ministre de la Communication en première ligne pour adoucir un tout petit peu les tendances provocatrices du ministre de l'administration territoriale qui fait office de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un propos guerrier, un propos de bidasse qui était adressé à des interlocuteurs politiques. Il n'y avait pas de respect, il y avait une condescendance qui est une sorte d'arrogance officielle. Et donc, par conséquent, il y a des jeunes, quand Alain parlait tout à l'heure des vidéos qui circulent. Le WhatsApp camerounais aujourd'hui, le Facebook camerounais aujourd'hui, c'est cette viralité de la colère de la jeunesse qu'on n'a pas perçu avant, effectivement, que ça n'éclate de cette manière. Donc, deux choses. La première, la réponse policière, la réponse militaire n'est pas la bonne parce qu'on a pensé qu'effectivement, Issa Tiroma allait lâcher du lest après l'interpellation de ses responsables, les responsables de l'Union pour le changement qui l'ont adoubé. Ils ont pensé qu'effectivement, on allait couper, un peu au sens de Pierre Messmer, assécher le marais, justement, pour prendre le poisson au fond de l'eau. Ça n'a pas marché. Et même en cas d'interpellation d'Issa Tiroma, puisqu'il s'apprête à faire un assaut sur la résidence de Tiroma, je promets que ça ne va pas se terminer. Si le président Biya ne trouve pas une solution politique au sens, d'une part, de reconnaître effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez 30% des résultats où les PV dans lesquels les bureaux de vote n'ont pas été couverts par aucun responsable de l'opposition. 30% des résultats. 30%. C'est quand même énorme. Et la stratégie qui a été choisie par Issa Tiroma et ses équipes, c'était de faire effectivement une concentration sur les sites urbains parce qu'on disait avant que l'extrême nord, qu'on gagne l'élection dans le septentrion. Une fois que l'on a perdu le septentrion, on s'est reporté curieusement vers le Ndian, le Bialem, le Ndongamantoum, des régions qui sont sinistrées depuis 2016, où il y a 700 000 Camerounais qui sont partis déplacés et il y a 170 000 au Nigeria. Et comme par enchantement, tout à l'heure, elle parlait de Madame Soleil, comme par enchantement, il y a un coup de baguette magique qui fait que le président Biya a 98,90% dans l'audience. Ça nous rappelle le Haut-Ogooué d'un pays voisin au Cameroun, où on a eu 108% pour compenser le score, justement, du rival du président Ali Bongo il y a quelque temps. Donc, en fait, il y a cela. Les Camerounais ont documenté ce qu'il s'est passé. C'est beaucoup plus profond, ça l'est d'autant plus que ceux qui gouvernent n'ont pas compris ce pays. C'est-à-dire que vous avez les renseignements territoriaux qui envoient des renseignements pour préserver le pouvoir du président Biya, mais pas pour prendre le pouls de ceux qui subissent le martyre, ceux qui vivent la pauvreté. Et là, on est en train de voir jaillir effectivement ce volcan, ce magma-là qui est en train, mais complètement d'exploser.